dernière présentation de la journée. Et voilà, du coup, c'est bon, on m'entend. Voilà, il suffisait de faire ça. Donc merci déjà à celles et ceux qui ont décidé de vaillamment rester. En même temps, ça vaut le coup, puisque Si va nous parler donc de chaos engineering. Le chaos engineering, il y en a qui connaissent par curiosité? Bon, pas mal. Mais bon, je vois, il y a quelques personnes qui n'ont pas levé la main. Le chaos engineering, c'est quand on prend la machette et on va tailler dans les serveurs pour voir si le failover et tout, ça marche bien. Voilà, donc c'est plutôt cool en général. Enfin, ça dépend pour qui. Donc si au départ est développeuse back-end Python, et puis un jour elle avait envie de vraiment comprendre comment Kubernetes ça marchait et de dompter le truc de A à Z, donc elle est passée SRE, admin Kubernetes, ça a été tout un voyage aussi, et elle va nous parler donc de comment Carrefour fait du chaos engineering pour améliorer la dispo des applis. Voilà, à toi. Merci Jérôme pour l'intro. On peut applaudir pour Jérôme. Première, merci à vous de participer à la présentation de Chaos Engineering. Je suis votre speaker ici. Et la question s'est déjà demandée par Jérôme. Pas mal d'entre vous qui connaissent déjà le concept de chaos. Et je pense pas mal d'entre vous qui a déjà pratiqué les différents outils dans le marché. Donc, l'idée de la présentation aujourd'hui, déjà, toute la journée, ça dure et on parlait de toutes des choses en bonne performance, les innovants, des bonnes choses. Donc, c'est bien de finir par quelque chose de méchant. Très bien. Et ensuite, on va au niveau de retour d'expérience. Voilà, pour ne vous faire pas tomber endormir tout le monde. Ensuite, au niveau d'agenda, vu que c'est le voyage, on a les différentes stations. Pour commencer, on a Get Ready, qui va parler un peu de théorique. Pas beaucoup, je promis. Ensuite, on a 3 stations au niveau de retour de l'expérience. Sur Get Started, Go Further, Go On Adventure. Et à la fin, on a la conclusion sur Come to the End et le planning dans le futur. Donc, vous êtes prêts? Allons-y. Oh. La première chose, je vais vous faire un rappel de l'historique de Chaos. Donc, Chaos, il est proposé par Netflix à l'année 2010 à cause de beaucoup d'incidents qui arrivent sur l'ancien data center et aussi après migrer dans le cloud AWS. Donc, les ingénieurs de Netflix ont décidé de créer une application qui s'appelle Chaos Monkey pour tuer les VM en random, afin de renforcer leur système, la stabilité. En bas, vous avez la définition de principe of chaos engineering. Je vous laisse lire. Je ne vais pas répéter. Et personnellement, je trouve que c'est un concept abstract, compliqué pour moi à comprendre. Je suis un peu doucement pour la définition. Donc, je vais vous présenter sur ce slide-là. Pour faire comprendre qu'est-ce que vraiment c'est un chaos engineering et comment ça fonctionne, je voudrais comparer avec un concept plus ou moins vous avez entendu, surtout pendant ces 3 ou 4 ans, à cause de notre ami Covid, vaccin. Donc, le théorique de vaccin, c'est on va injecter une dose faible de virus dans notre corps qui permettent à notre système immunitaire de produire les anticorps, enfin de protéger notre corps, grâce à on préconnaître les virus dans le futur. Donc, de même manière, Chaos Engineering il fonctionne similaire. Ça veut dire par injecter les défaillances dans notre système, mais avec un impact contrôlé. Donc, on ne va pas complètement tuer notre système. Malheureusement, notre système n'est pas assez intelligent, copilote non plus, donc on ne peut pas produire les améliorations tout seul. Donc, ce sera les ingénieurs, souvent c'est les développeurs ou les SRE, qui produisent les bugs fixes ou les améliorations pour améliorer notre système, afin de préconnaître les incidents ou éviter des futurs bugs, renforcer notre système. En bas, il y en a aussi un point qui est commun entre vaccin et chaos engineering. Ça veut dire qu'un vaccin, il n'est pas adapté pour les peuples faibles. De même manière, chaos engineering, ce n'est pas adapté pour un système ou une application non élastique ou pas de monitoring. Maintenant, on comprend un peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. On va parler pourquoi on a besoin. Pour traduire en une phrase, parce que l'incident, ça coûte très cher. Moins d'incidents, ça veut dire qu'on peut économiser plus de sous, donc qui peut nous permettre
de focus sur l'autre chose. Et pour une comparaison entre l'année 2020 et 2021, si on parlait de l'incident plus $1 million par heure, on a augmenté 6%. Donc la tendance, ça prouve que l'incident, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et il faut vivre avec. J'ai presque fini, vu que je dis que c'est assez court. Donc, je fais un rappel sur les 2 métriques que je vais utiliser. Première, SLA. Je pense qu'il y a beaucoup de SRO dans la salle. Donc, vous connaissez bien Service Level Agreement. Donc, c'est la basique que votre service qui devrait garantir. Et ensuite, on a la définition de MTDR, Mean Time to Recovery. Ici, il y en a 3 phases. Donc, première, détecter. Deuxième, acknowledger. Et le troisième, c'est repairing. Donc, une MTDR, ça ne veut pas dire que si vous réparez votre incident rapidement, c'est vraiment bien amélioré. Souvent, la phase de detect ou acknowledge, c'est assez long. Voilà, on est prévenu que le théorique. Maintenant, on va partir. Pour partir, je devrais présenter notre situation. C'est quand même une retour d'expérience. Carrefour, on est sur 2 clouds publics, Azure et Google. Sur le 2 clouds publics, on a une couche IaaS. Donc, c'est l'équipe cloud qui gère ça. Pour nous, c'est un peu comme un micro-data center. Ça veut dire que notre offre, il est été installé dans cette couche-là qui principalement gère les réseaux privés et les parties sécurité. À côté, on a l'équipe observabilité qui gère les métriques et logging. On a un collègue qui est là, justement. Et si on focus sur le scope CAS, on a un cluster multi-tenancy. Ça veut dire qu'on a beaucoup de services partagés pour des différents clients, comme des services ingress, logging, monitoring, etc. Si on focus sur les couches applicatives, vous pouvez voir les applications à gauche. On a des applications déployées directement sur notre cluster. Par contre, principalement, la majorité des applications sont déployées sur la couche à droite. Donc, ils devraient utiliser l'équipe CI/CD qui fournit les templates. Ils vont utiliser les templates pour déployer sur CAS. Donc, c'est pour ça, la première offre de Chaos Engineering, en fait, c'est installé par une équipe de CI/CD. Ah, pardon. À cause d'un souci, à cause de révolution architecture. Si on parlait l'historique de cloud chez Carrefour, à l'année 2018, on est sur la cloud compatible. Ça veut dire les applications, plutôt c'est lift and shift, ou pas bien désigné encore pour la cloud. Le compatible, ça veut dire votre application, l'avant, il tournait plutôt non cloud. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va le mettre dans le cloud. Donc, en 2018, on a encore beaucoup d'applications en monolithique qui ne supportent pas rescheduling, qui ne supportent pas en multi-réplica. Il y a des problèmes de licence. Donc, ce n'est pas adapté pour Chaos Engineering. Comme j'ai dit tout au début, Chaos Engineering, ce n'est pas adapté pour un système non élastique. Ensuite, on a des phases à changer. Donc, on a changé de cloud compatible vers cloud native à l'année 2020 et 2021. Donc, en fait, notre cluster, la version s'était évoluée aussi. Beaucoup d'applications sont profitées pour redésigner leur architecture applicative pour changer en microservices. En changeant en microservices, on a beaucoup d'avantages, mais il y a des challenges aussi. Donc ici, ça présente un challenge que souvent, c'est des ops qui va rencontrer. Donc, imaginez que vous êtes en astreinte, il y a votre service F qui est tombé en panne, qui est en train de firing. Comment vous pouvez distinguer c'est quel service, c'est le root cause qui fait tomber F? Et en même temps, si votre F qui est tombé, quels services arrière sont impactés? Justement, pour répondre les questions-là, l'équipe CI/CD qui déployait premièrement une application qui s'appelle Chaos Cube dans le cluster. Donc, Chaos Cube, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est une application qui tuait les conteneurs en random. Il fonctionne avec label, annotation ou l'âge.
Et il peut avoir les différentes exclusions windows pour avoir des exclusions. Il s'installe via Helm. C'est un seul fichier en Go, donc vous pouvez overwrite ou forker facilement. Et il a les basiques métriques que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Gauss Cube? Donc la première chose qu'il peut faire, c'est qu'il permet les développeurs de revérifier toutes les configurations de Kubernetes. Ici, j'ai pris une application en microservice pour faire le shopping sur l'Internet. Donc, ce qu'on peut voir, l'utilisateur en haut qui va visiter le front-end. Donc, si on connaissait bien Cube, on sait bien le microservice front-end devrait en multi-réplica, même avoir HPA ou VBA pour mieux supporter les charges. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Cube, peut-être il va mettre un seul réplica. Et dans un cas que si on teste avec Gauss Cube, le conteneur est tué, donc votre service ne répond plus, votre site va tomber. Donc dans ce cas-là, on peut tester facilement est-ce que les configurations, c'était bien, comme prévu. Bon, vous pouvez tuer en pourcentage pour voir est-ce que ça supporte la charge. Ensuite, on peut vérifier aussi les configurations de readiness pub. Par exemple, le checkout, c'est un service assez compliqué. Donc, peut-être le temps de démarre, ça prend un peu plus longtemps. Donc, dans ce cas-là, on peut vérifier le readiness pub. Si on allait plus loin, si votre conteneur de Redis, il n'y en a plus, c'est 0 réplica, il n'y en a plus de cache. Donc, peut-être on peut changer en sharding et même ajouter un PDB pour protéger des différents services importants. À part de vérifier les configurations, on peut aussi vérifier les liens entre des différents microservices. Si on focus sur les expériences de l'utilisateur, souvent on parle des liens forts et les liens légers. Un lien fort, ça veut dire que si votre service qui est tombé, votre utilisateur va rendre compte en direct. Et si c'est un lien léger, ça veut dire que si votre service qui est tombé, ils ne vont pas remarquer ou après certains moments. Donc, c'est à vous de simuler le cas. C'est que l'avantage de vérifier des différentes liaisons, le premier, c'est qu'on peut regrouper les différents microservices pour comprendre dans un cas d'incident quel groupe à fixer ensemble. La deuxième chose, vous pouvez définir une priorité de haut en bas pour rendre votre service la partie plus importante, premièrement, être réparé. En conclusion de Gauss Cube, donc c'était facile à installer, facile à utiliser, c'est Cube native. Il y a des métriques, pas beaucoup, mais c'est essentiel. Si les parties inconvénients, c'est clair. Il sait que tuer les pods, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, même si on ne peut pas aller plus loin, on a des différents avantages. C'est quelque chose assez que vous dépensez pas beaucoup de temps pour installer. Par contre, vous pouvez bien améliorer votre système. Donc, si jamais je suis un dev, je focus sur les bénéfices que j'ai listés à gauche, je peux bien trouver des points faibles de mon système, assurer la SLA, et ça s'est intégré dans le CI facilement, c'est juste à Helm à installer. À droite, j'ai listé les bénéfices plutôt au point de vue d'administratrice, comme de Cube. Le premier, ce que je vois, c'est depuis qu'il a été installé, en fait, Gauss Cube, il a tué des pods en random. Souvent, il y a des pods mal configurés, ça veut dire qu'il y a des dépendancies qui ne sont plus là, donc quand on redémarre, il va en crash loop. Ou il y a par erreur, les développeurs pushaient le mauvais tag, donc l'image n'est plus là. Donc pendant une phase de release de gas, souvent nous avons besoin, c'est de traîner un nœud pour scheduler à l'autre. Et ce prod-là, qui tournait en prod, qui nous bloque notre livraison à cause qu'on devait vérifier l'impact pour des différentes applications. Grâce à Gauss Cube, ces prods-là, il a été tué beaucoup plus tôt avant qu'on fasse la release. Donc, c'était beaucoup plus tôt fixé aussi. On n'est plus bloqué par des prods en erreur. La deuxième chose, au niveau de support en tant que gas, je peux vous donner un métrique, c'est le MDDA.
Donc, mean time to acknowledge. De 2 Black Friday de 2021 à 2022, on a réduit de 6 heures à 2 heures. Voilà, donc ça c'est la première solution. On est intérieur de namespace. On va aller plus loin. On va aller dans le scope infra. Pour commencer, je voudrais parler d'un vrai incident. Donc, 31 octobre, on a eu un incident entre notre cluster GKE et avec notre backend Trident qui stocke toutes les data de read-write many. L'incident qui était arrivé à cause de Google, il voudrait livrer un feature de route et qui a impacté en fait notre cluster et Trident et croisé région. Donc on a notre première zone qui est tombée parce que la release de Google ça fait progressivement. Donc on a une première zone qui est tombée à midi. Ensuite, 2 heures après, deuxième zone qui était tombée. 5 heures après, c'est toi tous tombés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion avec vraiment notre data de read-write many. L'idée, ce n'est pas parler tout de l'incident management ici, c'est plutôt on va focus sur ces 5 heures. Si jamais vous avez bien configuré votre topologie Sprite ou Anti-Affinity, au moins il y a un prod, ça tient pour ces 5 heures. Vous gagnez 5 heures de SLA ou 5 heures de MDDR. La même chose. Ici, c'est incident data. Data, on a besoin de temps de récupérer, copier, backuper et retransférer l'autre côté. Donc, vous avez toujours ces 5 heures qui a le volume qui est toujours attaché à votre conteneur, que vous pouvez faire toutes les opérations dessus. Donc, c'est pour ça le Gauss, dans le scope l'infra, ça arrive et c'est important à vérifier, à tester. Nous avons proposé une solution qui s'appelle Litmus Gauss, qui est installée sur notre cluster l'année dernière en juillet en version bêta. Litmus, c'est une application qui nous permet de trouver des points faibles ou des différents incidents potentiels dans le futur. Il y en a 3 composants principaux, donc Control Plane, Gauss Center et Execution Plane. Si on focus sur le HI, il y a opérateur qui gère les CRT, il y a exporteur qui est similaire comme un promo exporteur qui prend en charge les métriques, et il y a les runners qui lancent les jobs expérimentaux. À droite, il y a un composant super intéressant qu'on sert beaucoup, c'est le Gauss Hub. Donc le hub de Gauss qui met en disposition tous les différents tests qu'on peut lancer directement. Juste par rapport à l'incident avant que j'avais parlé, vous pouvez trouver un test assez similaire, ça s'appelle le GCP VM Instance Stop Payable, que vous pouvez déjà tester. Ici, je vous lister tous les différents scénarios que vous pouvez lancer. Si on focus sur les types, on a des tests de Kubernetes, comme les pods et les nodes. On a des tests infra, Network, Stress, Cloud. On a des différents tests d'application. Ça dépend vraiment quelle application vous utilisez. Et c'est intéressant aussi qu'on peut custom notre test de Gauss. Ça veut dire que vous pouvez coder votre propre workflow et même créer votre propre hub pour partager les différents scénarios intérieurs de votre entreprise. Pour chaque scénario de test, il y a des choses super importantes, c'est des observabilités. Donc, en bas, vous avez 5 ressources listées assez importantes. Donc, probe, métrique, alerte, dashboard, ce sont des ressources basiques de kube-PromStack que je pense que vous connaissez. À la fin, vous avez analyse qui peut vous donner un score de stabilité sur votre application. Donc, c'est en conclusion pour tout votre test de Gauss. Pour résumer Litmus, similaire comme un Gauss Cube, il est Cube native, il est facile à utiliser, il a l'observabilité beaucoup plus riche que Gauss Cube intégré et il supporte quasiment tous les types de CI, ça veut dire Git options, les pipelines, les event triggers, toutes ces choses-là, vous pouvez l'utiliser. Le bénéfice par rapport aux différents autres outils dans le marché, si vous avez utilisé par exemple Gauss Mesh ou quoi d'autre, il y a un hub assez riche et puis surtout c'était très bien maintenir chaque version, ils vont ajouter la nouvelle expérience dedans.
Il a un UI très friendly à utiliser. Il a une communauté assez active, qu'on a déjà eu des meetings avec les communautés pour poser notre besoin et pour leur demander de merger notre PR rapidement. Et au niveau de inconvénients, malheureusement, c'est pas quelque chose qui utilise le role planning de Cube. Donc, il a son propre définition de groupe et os, qui va faire un peu compliqué pour l'intégrer. Et pour la partie de versionning, on a eu un peu de bug, mais ça va fixer dans la future version, vu que c'est une application assez jeune. Au niveau de limites, je sais que je suis un peu stricte, mais je vais demander de s'aligner avec tous les offres payantes sur le marché, même si c'est un produit open source. Donc j'aimerais bien avoir des dashboards préconfigurés où les topologies analysent tout seul pour que je vois surveiller mon application facilement. Voilà, donc ça c'est notre solution sur notre cluster qui fait les tests plutôt focus, l'infra. Pour rappeler, on est encore un cluster multi-tenancy. Du coup, il y a des scénarios que c'est marqué, mais on ne peut pas lancer parce qu'on ne peut pas trop contrôler l'impact pour des différentes applications. Pour ces genres de choses, plutôt on va tester sur l'aventure. Ça veut dire on va maintenant focus sur notre scope de cluster. L'événement qui va reconstruire le cluster s'appelle Day of Chaos ou Night of Chaos. Je vais simplifier pour Night of Chaos parce que souvent c'est la nuit pour avoir moins d'impact possible et pour nous laisser le temps de respiration si jamais on n'arrive pas à fixer à l'heure aussi. C'était inspiré par Rackday ou Game Day. C'est planifié un jour pour vous détruire une partie de votre cluster ou complètement effacer tout. Mais on va reconstruire ailleurs, c'est important. Et pour tester votre monitoring, alerting et aussi trouver des bugs potentiels. Et à la fin, pour améliorer votre MDDR, même si tester votre process de DR. Au niveau de définition de workflow, au niveau de timing, je viens de eu un reminder. Donc, je vous laisse lire. Principalement, on va définir une condition stable pour commencer. On va injecter les différents scénarios, donc les défaillances. Ensuite, on va le fixer. Si c'est bien fixé, ça veut dire c'est résilient. Si c'est bas, on va noter dans un document. Donc, on a 3 documents principaux importants. Chaos Procedure, qui va lister les différents hypothèses, scénarios de test. Ensuite, on a Chaos Report. C'est lui qui contient tous les détails, surtout les timings, pour vous permettre de calculer les différentes métriques après. Et à la fin, on a des briefings. Souvent, c'est un jour ou 2 jours après la journée pour résumer qu'est-ce qu'on a bien fait, on a mal fait, et créer tous des tickets et injecter dans le backlog. Voilà. Il y en a 3 métriques qui sont importantes dans le Night of Chaos. Donc, le premier SLA, vous devrez vérifier surtout votre API serveur et le démon, je pense que c'est principalement, pour assurer le service rester en app plus longtemps possible. Donc, il y a des choses à réparer, ce sera le premier, parce que c'est un indicateur pour trouver votre service. Et ensuite, vous avez MDDR. Dans MDDR, il y en a 2 phases. Donc, première, detect. Il y a un taux, il faut calculer par rapport aux alertes détectées automatiques. Si toutes les défaillances que vous avez injectées, c'est détecté automatiquement par votre système d'alerting, ça veut dire que votre système il est bien surveillé. Par contre, si vous avez que 30 ou 50%, peut-être il faut travailler un peu plus. Ensuite, le vrai temps de repairing, ça contient aussi dans MDDR, donc essayer de réparer le plus rapide possible et noter tous les timings. Et à la fin, on a les MTBF. Il y a beaucoup de différentes définitions de MTBF. Ici, je utilisais plutôt c'est le temps total opérationnel, diviser le nombre de filières opérationnelles. Souvent, le time range de ce valeur-là, je définis, c'est pour 3 jours. Parce qu'une fois vous avez détruit votre cluster et recréé, souvent il y a des petits bugs à gauche, à droite que vous n'avez pas vu. Vous avez vu dans le 2e jour, 3e jour, mais même reporté par votre utilisateur. Donc, dans ce cas-là, c'est bien intéressant de mesurer combien de différents incidents reportés et où il y en a différentes petites coupures au niveau des services. L'idée, ce n'est pas vous faire peur vraiment de voir les incidents. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que votre client n'est pas rendu compte. Même si vous produisez 100 incidents, chaque incident, ça dure 1 seconde, tout va bien dans ce cas-là.
Ça ne va pas détecter par probe et il n'y a pas de problème. Si on parlait les vraies expériences qu'on a pratiquées le Night of Chaos, nous avons commencé l'année 2020. On ne fait pas beaucoup de confiance sur notre cluster, donc on commençait par l'environnement de non-prod. Et on ne fait pas trop confiance parce qu'on ne sait pas comment ça réparer, donc on fait 2 parties. Une journée, on détruit le control plane, on répare, et ensuite, la 2e journée, on détruit tout. Donc ça prend 2 jours. Mais par contre, on est quand même à l'objet assez haut, ça veut dire 3 heures, on essaie de réparer tout. On n'a pas pu, on a mis 10 heures. Ces 10 heures-là, surtout, contiennent beaucoup de configurations manuelles qu'on n'a pas tracées, ce n'est pas documenté, qu'on ne sait pas comment réparer non plus. Donc, en fait, grâce à la première Night of Chaos, on a changé complètement notre infra 100% as code. À l'année 2021, on est sur une phase transit. Ça veut dire qu'on a l'ancien cluster en V1, GAS, des applications qui tournent dessus, et aussi ils sont en train de migrer sur la nouvelle version de GAS. Donc, c'est 2 clusters séparés dans 2 data centers. Donc, on a l'avantage, ça veut dire qu'on peut complètement couper la prod pendant une journée pour tester, vu que parce qu'il y a encore le workload partiellement tourné sur l'ancienne version. Donc, allons-y, ce qu'on fait, c'est dans la journée, on coupe tout. Non-pod et pod, on a pris 4 heures pour tout restaurer. Par contre, le temps de backup, on a pris 6 heures, justement, pour vous dire, je n'ai pas mis de temps, mais bon. Il y a des choses rigolotes, mais il y a des choses sérieuses. On a eu un gros incident à l'année 2022, oui. Par accident, on a effacé tous les namespaces des clients sur non-pod, pod, opérateur. Il y a des moments, ça fonctionne bien, mais vraiment, ça fonctionne trop bien. Donc, un clic, il n'y en a plus rien. Tout l'objet ingress, pod, data, disparu. Donc, on n'est pas prêt. Ce n'est pas quelque chose au simulé, mais il faut qu'on restaure. Le résultat, je pense, c'est quand même prouver quelque chose. On a restauré dans 2 heures tous les services de non-prod et prod. Il y a quand même un dommage, c'est la partie stateful. On a des backups en demande, vu que les backups de volume, ça coûte cher. Si vous connaissez le heuristique annotation. Donc les clients, ils n'ont pas mis. Beaucoup de clients, ils n'ont pas mis, donc on n'a pas pu récupérer tous les data. C'est quelque chose. Maintenant, on est toujours en train de travailler pour l'amélioration. On a aussi un chaos que c'était planifié l'année dernière en décembre, que c'était décalé pour cette année à cause d'un changement de priorité. Par contre, on va refaire tous les ans pour pratiquer et aussi assurer qu'on peut réussir à restaurer le cluster rapidement dans un cas d'incident. Voilà, donc je vous partageais à peu près tous les différents chaos engineering dans les différents scopes de namespace, de l'infrastructure et complètement le cluster. Qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Donc, côté applicatif, ça va continuer de développer des différents scénarios de test et renforcer le monitoring. Les deux, c'est tout le temps ensemble. Ensuite, si on focus sur l'équipe OneGAS, on va faire les versions, différents supports sur les versions de Litmus qu'on a installées sur notre cluster. On va continuer de pratiquer le Night of Chaos. Et aussi, on est en train d'étudier des différentes offres sur le marché pour toujours essayer de suivre la tendance. C'est un domaine qui est en fort développement et ça change souvent. Il n'y a pas vraiment un lead du marché. Donc, c'est vraiment par rapport à votre situation que vous choisissez le produit plus adaptant. Et pour l'équipe de cloud, donc ils vont refaire un Chaos Night surtout. Mais aussi, il y a une zone de filière qui est prévue cette année, avant juin, pour lancer, qui va impacter tous les clouds sûrement, qui contiennent notre cluster CAS. Et pour tous les carrefours, on va continuer de partager tous les SP. Et surtout, Chaos, ce n'est pas quelque chose juste des différentes applications. C'est plutôt une culture qu'on active, on accepte les incidents et on va faire toutes les actions nécessaires pour améliorer notre système. Enfin, quand un accident, ça vient, on est prêt. Donc, voilà, c'est fini. Et si vous avez des questions.
Je suis bon en timing. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Ma question est sur l'organisation, parce que le principe du chaos, c'est quand même de casser exprès ce qu'on a mis beaucoup d'énergie à construire. Au niveau des équipes de support, voire des décideurs, est-ce que ça a été difficile à faire accepter comme approche? Justement, oui. Et comment vous y êtes pris, du coup? Ok. Je pense, si vous voyez mon organisation, j'ai parlé intérieur de namespace, mais l'infra, mais il y a quand même des scopes croisés. Pourquoi il y a des scopes croisés? Parce que l'équipe applicative, il aime bien lancer Chaos, surtout certaines équipes. Et par contre, il n'a que le droit de tester dans son propre environnement. Il ne peut pas tester tous les scénarios. Et après, il y a aussi des applications assez critiques. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont plus peur. Et surtout, il ne peut pas supporter un SLA tomber très longtemps. Juste pour vous donner un concept à SLA, si votre service il est 99,95%, ça veut dire que vous n'avez que 4 heures toute l'année pour tomber. Pas beaucoup du tout. Donc, il ne voudra pas vraiment de mettre des poids sur cette partie-là. Donc, oui, au niveau de l'organisation, c'est super compliqué. C'est pour ça, ce n'est pas décidé par nous de lancer une zone filière, parce que ça va toucher en fait toutes les applications hébergées dans notre cloud. Autant qu'on fait la communication, on fait pour toute la cloud. Donc c'est pour ça, en fait, au début, on dit qu'on va tester juste un cube pour une zone filière, mais après, ça élargir pour toutes les boîtes, pour essayer de faire une organisation complète. Donc dans ce cas-là, si vous faites que pour cube, essayez de faire élargir, je pense que c'est plus rentable. Mais sinon, pour convaincre les différentes équipes, vous pouvez toujours essayer de contrôler l'impact. Ça veut dire si l'équipe il est volontiers, il peut toujours lancer tous des tests applicatifs ou intérieur dans leur namespace, par exemple tous les stress, les latencies de réseau, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais dès que ça touche un peu toutes les infra partagées, les nodes et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut préparer beaucoup plus en avance. C'est pour ça que j'ai déjà parlé le zone filière avant juillet. Mais en fait, depuis l'année dernière, on est en train d'avoir un meeting pour justement organiser cet événement. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, il y en a peut-être qui font les timides en se disant si jamais je pose une question, on va tous rester une minute de plus. Après, je vais me faire jeter des cailloux. Peut-être les gens ils sont déçus aussi parce qu'on a beaucoup de démos et je vais pas faire un démo en clic et j'efface tout. Tu voulais pas casser les Kubernetes de Carrefour? Ouais, c'est ça. Je pense que les gens plutôt c'est triste. Hein. Bon, si vous n'avez pas des... Oui. Bon, merci pour la présentation. Là, vous parlez de MTTR, MTTR, etc. Est-ce que vous avez déjà des SLO, SLI? Nous, oui. Mais on est un peu, je ne voudrais pas cacher, on est un peu triché. Notre SLO et SLI, c'est plutôt focus, comme j'ai dit, sur certains ingress spécifiques. Okay. Ça veut dire l'alert manager, les proms, API serveur et démos. Pour tous les restes de ingress ou des services un peu à part, ce n'est pas inclus dans notre objet. OK. Parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est comment automatiser la mise à jour des SLO et SLI en se basant sur du chaos engineering. Wow. Je pense que c'est le but fondamental. Je ne parle pas avantage ou inconvénient, mais dans le principe de chaos, c'est pour ça que je compare avec vaccin aussi. Il y a un concept assez important, c'est que vous devez contrôler le diamètre de l'impact. Donc, si vous voulez quelque chose qui manage tout, qui impacte tout, quand même pour Chaos, ce n'est pas son domaine. Surtout, lui, il est, comme j'ai dit, il est assez méchant, il est un peu dangereux. Donc, si vous voulez contrôler, appliquer dans un domaine un peu large, global, au niveau de développement, déjà, c'est très coûteux. Oui, si on évite les incidents, on peut économiser beaucoup de sous. Mais par contre, si on tout crame notre temps sur le développement de scénarios,
on perd le sou. Donc, il faut avoir un équilibre. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir commencé par des petits scopes avec tous les différents impacts contrôlés. Donc, vous pouvez essayer par application pour commencer les différentes améliorations. Et surtout, pour différentes applications, la façon d'améliorer, c'est différent. Vous avez une application Java ou avec une application Go, c'est complètement différent pour augmenter son SLO. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas une solution globale qui peut faire le magique. Je sais le magique d'étudier tout, mais je ne sais pas le magique de résoudre tout. Je suis désolée. Merci. Pas de quoi. Bonjour, merci pour la présentation. Vous parliez dans l'incident que Oui. vous aviez des problèmes avec la data qui avait été perdue. Et donc du coup, est-ce que par la suite, vous avez mis en place des expériences Chaos sur les databases et les systèmes de storage et si oui, comment? Justement, c'est quelques points dans les clusters de cubes. Et du coup, justement, par rapport aux backup, c'est un peu sortir plutôt focus sur la partie backup restore, sortir les chaos, mais quand même, ça inclut dans une partie de disaster recovery. Donc, pour nous, on a perdu, c'est à cause déjà au niveau coaching pour les clients. On n'est pas bien fait, donc notre doc, peut-être c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est au niveau de configuration de backup. On a utilisé Restic tout au début, et maintenant on est en train de migrer sur Snapshot, il est beaucoup plus performant, et du coup, qui nous permettent d'améliorer au niveau de backup. Pour les clients, en fait, c'est eux leur responsabilité de faire des data backup. Et par contre, vu que c'est pour ce genre d'incident, on voudrait quand même clarifier. Donc, la première chose, c'est avant d'incident, il faut bien penser de faire les backups. Et la deuxième chose, c'est si jamais vous n'avez pas configuré pour le backup, mais votre data sera tombée. Le troisième, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est simplifier la configuration. Donc, la raison, c'est sur le premier stage, la configuration, c'est trop compliqué. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est justement simplifier des configurations. Mais la deuxième, c'est lui rendre la main à client aussi. Ça veut dire qu'au début, on fait tous des backups pour les clients, mais c'est pour tous les jours. Et maintenant, on est en train de travailler sur avoir une seule service qu'ils peuvent backuper eux-mêmes le data, si jamais ils ont besoin. Mais dans un cas vraiment un peu comme ça sera effacé. C'est un peu spécial parce que c'est un incident assez global. Mais quand même, on a développé des différentes solutions pour les parties backup et restore. Et pour vraiment des tests de chaos, si on focus sur le domaine de tests de chaos des data, personnellement, je ne vois pas. Et surtout, je pense au niveau de effacer tout, sauf qu'avoir un backup, je ne vois pas trop l'autre solution pour vraiment réparer toutes les choses de base de données. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Eh ben, si, merci encore une fois pour sa présentation. Avec plaisir. On peut l'applaudir, je crois. Merci. Voilà, c'était donc officiellement la dernière présentation, je crois, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Je coupe pas un talk d'un seul coup. On a commencé ce matin, on a fait une petite rétrospective sur Docker, les containers, le début un peu de l'histoire. Là, on termine avec le Chaos Engineering en cassant nos clusters. Symboliquement, c'est pas mal. Moi, au nom de toute l'équipe d'organisation, je voudrais vous remercier tous et toutes pour nous avoir fait confiance en venant, que vous soyez participants, participantes ou sponsors, les speakers aussi. Hein. C'était peut-être des fois un peu risqué de se dire je vais venir présenter un truc. Là, c'est leur première conférence à ces zigotos. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, merci encore une fois. J'espère qu'on aura une autre édition l'année prochaine et que ce sera au moins tout aussi sympa, voire plus. Voilà, encore merci une fois. Et puis, est-ce qu'on a une heure à laquelle on nous met dehors en mode Chaos Engineering, justement, tu sais pas ou... Bon, probablement 19h. Donc, faites vos backups avant 19h. Et puis voilà. Merci.